Et c'est l'heure de votre journal sur Val-de-Loire TV, un journal présenté par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Dans un instant, les titres du journal, mais d'abord un point sur votre météo de demain. Un ciel bien chargé est attendu tout au long de la journée dans nos deux départements. Quelques éclaircies pourraient faire leur apparition, des températures plutôt agréables, la minimale de 10 degrés et la maximale de 20 degrés. À la une de notre JT, les habitants de la rue Jolivet excédés par les excès de vitesse. La cause, selon eux, de fréquents accidents sur cet axe passant en plein cœur du quartier Velpeau. Ils demandent des contrôles et des aménagements car les automobilistes seraient peu nombreux à respecter la limitation des 30 km/h. Retour sur les 10 et 20 km et le marathon de Tours qui avait lieu ce dimanche entre course à pied, course en fauteuil et marche nordique. 17 000 participants au total dans une ambiance festive et conviviale. Notre premier invité ce soir, Bastien Lopez, directeur du Château Royal de Blois. Il nous parlera d'un projet qu'il mène avec ses équipes, acquérir un buste de Gaston d'Orléans. L'objet aurait toute sa place au sein du monument, il nous expliquera pourquoi. Et puis on restera dans le passé avec l'édition 2025 des revues historiques qui se tenait ce week-end sur l'île d'Or à Amboise. Plus de 600 passionnés en tenue d'époque ont tenté de nous faire replonger dans l'histoire. Et puis notre séquence On vous répond avec les questions animalières du soir. Comment faire si son animal s'échappe? On se posera la question avec François Guiraud, notre vétérinaire, qui sera sur notre plateau. Mais d'abord, on revient, Faustine, sur ce grave accident de la route ce matin à Salbris dans le Loir-et-Cher. Un motard est décédé après une collision avec un poids lourd sur la départementale 2020, un axe très fréquenté qui traverse la commune. Alors 2 autres personnes ont été légèrement blessées, la circulation momentanément perturbée. Une enquête de la gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Allez, place à notre question web du jour qui était adressée aux habitants de Tours. Dans votre rue, la limitation à 30 km/h est-elle respectée par les automobilistes? Alors sur nos réseaux sociaux, vous êtes 88% à répondre non. Justement, rue Jolivet à Tours, c'est un sujet de mécontentement pour les résidents. Le 30 août dernier encore, 3 véhicules stationnés ont été endommagés par une voiture qui remontait la rue. Ce genre d'incident serait fréquent. En cause, la vitesse excessive des automobilistes selon les habitants. Aurélie Renaud est allée sur place pour recueillir leurs témoignages. Florence, Nathalie et Sylvie sont voisines. Elles habitent rue Jolivet et font le même constat. Malgré le marquage au sol et les différents panneaux, les conducteurs vont selon elles beaucoup trop vite. Dans cette zone à 30, les accidents sont réguliers. Il y a quelques semaines, leurs 3 voitures ont été embouties par un chauffard. C'est au-dessus de 50 la plupart du temps et on a des gens qui peuvent rouler ici à 80 ou 90. De loin, on voit le feu vert qui est là-bas. Et donc les gens, ils se donnent des challenges, c'est-à-dire d'aller vite pour avoir le feu vert. Nous souhaiterions vraiment qu'il y ait des marquages au sol, des panneaux lumineux, notamment pour la nuit, mais pas que. Dans la rue, une autre riveraine a bien vu des contrôles de police, mais pas au bon endroit selon elle. Il faudrait les faire à l'entrée de la rue. Parce qu'ils se lancent du bout de la rue Jolivet au niveau du rond-point et ils arrivent à pleine vitesse à peu près à ce niveau-là. Ces dernières années, les riverains ont alerté la mairie. L'adjoint à la tranquillité publique indique qu'un radar pédagogique avait été installé. Résultat, pas d'excès de vitesse majeur ou régulier. Il a tout de même décidé de l'installer à nouveau d'ici quelques jours pour voir si la donne a changé. Si le radar parle et indique des excès réguliers et majeurs, la mairie devra réfléchir à des aménagements. Mais c'est toujours compliqué les aménagements parce que si ça permet de casser la vitesse des voitures, ça casse aussi la vitesse des bus. Or la rue Jolivet est parcourue par une ligne de bus. Et évidemment, le mieux, ça serait d'avoir un radar automatique qui mettrait des procès-verbaux automatiquement en fonction des gens qui dépassent la vitesse. Le problème est que les radars automatiques, c'est quelque chose qui doit être payé par la ville, alors que les PV sont payés à l'État. Un radar automatique coûte environ 100 000 €. La mairie n'a pas le budget. L'adjoint à la tranquillité publique devra peut-être faire un choix entre la demande des riverains et le cadencement des bus. Allez, on va laisser la voiture pour la course à pied car ce week-end, l'événement ce dimanche, c'était les 10-20 km et le marathon de Tours, évidemment. Oui, et ceux qui y étaient, vous ont peut-être vu Aurélien en bord de parcours à les encourager au micro. Moi, je vous ai vu sur les 10 km. Oui, tout à fait. Alors, une journée où l'endurance était à l'honneur, 17 000 participants au total. Et en marraine de l'événement, Marie-Josée Pérec, alors Hélène Chaplet, a plongé dans l'ambiance de l'événement. Regardez. Top départ, 20 km.
tout de suite, ça démarre maintenant. 17 000 coureurs se sont succédés dimanche matin sur les différents départs des 10 et 20 km de Tours. Un moment très attendu par leurs supporters restés sur le bas-côté, car c'est toujours l'occasion de grandes déclarations. Fais ce qu'on peut pas faire. Ouais Thomas. Allez Titi. Allez Titi. Alors, on est venu encourager Thomas, Titi et Elsa alias Zouzou, deux grands sportifs du dimanche. Ils sont passés dans cette salle alors qu'on est pensé. Exactement. Ils sont grands, ils sont forts, ils sont très beaux. Ils font ce qu'on peut pas faire. Si vous les voyez, bravo à eux. Ben oui, nous on est nuls, nous on n'est pas des sportifs. Nous on est juste là pour donner de la Ils sont voix. couchés à 5 heures, on s'est goinfré à un mariage et eux ils sont là, ils courent. Bravo à eux, ils sont trop forts. Au-delà de l'effort sportif, les 10 et 20 km de Tours, c'est aussi et surtout un grand moment de convivialité. Un temps pour se retrouver entre amis ou collègues et décompresser du quotidien. C'est le cas de ces 4 salariés d'un centre de rééducation de la Montbrol-sur-Choisille. L'entraînement. On a essayé de se retrouver De temps en temps. Depuis juin. Voilà, on va dire qu'on s'est entraîné entre 5 et 15 km par virée. À une allure très lente. De promenade. De promenade, de santé. La nouveauté de cette 43e édition, c'est le 400 mètres Marie-Jo pour rendre hommage à la marraine de l'événement cette année. Une ligne droite sur laquelle les concurrents sont invités à sprinter pour essayer de battre son record de 48 secondes et 25 centièmes. Pour moi, c'est un très très bel hommage d'avoir ce 400 mètres qui, entre le 8e et le 9e kilomètre, je trouve ça vraiment sympa. Donc merci pour ça. C'est très touchant et je me dis quand même, courir 48 secondes au 8e, ça va piquer. Hein. Pas de nouveau record sur le 400 mètres, mais une belle performance sur le marathon. Il a été bouclé en 2h23 par un Angevin dont c'était la première participation. Pour son premier marathon, Clément Huet a couru à une vitesse moyenne de 17 km/h. Et pour revivre l'événement encore plus en détail avec les résultats sportifs et plein d'invités, c'est dans le JT des Sports spécial 10 et 20 km et marathon de Tours ce soir, juste après le journal. Et c'est avec Romain Delville, bien sûr. On va parler à présent, Faustine, art et histoire, car le château royal de Blois cherche à acquérir une nouvelle œuvre. Il s'agit d'un buste de Gaston d'Orléans, récemment retrouvé chez un collectionneur. Sa valeur est estimée à 350 000 €. Le château travaille donc à lever des fonds nécessaires. Les fonds nécessaires, on en parle avec notre invité. Bonsoir Bastien Lopez, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Vous êtes conservateur et directeur du château royal d'Amboise. De Blois. De Blois, pardon. Tout à fait, merci. Alors ce buste, on va le voir en image. Il date de 1636. C'est un travail préparatoire, on dit. C'est exactement un travail préparatoire. En fait, c'est le travail préparatoire au décor qui a été commandé par Gaston d'Orléans quand il lance un grand chantier de rénovation totale du château royal de Blois. Et ce buste, en fait, il existe en terre cuite, en petite dimension, pour que l'artiste fasse valider un modèle avant l'exécution du marbre qui mesure 1 mètre et quelques de haut. Donc ça, c'est la version en terre cuite. Ça, c'est la version en terre cuite qu'on essaie d'acheter. Donc une œuvre de Jacques Sarrazin, qui était un grand sculpteur au XVIIe siècle. Qui était Gaston d'Orléans ? Gaston d'Orléans, c'est le frère de Louis XIII. Et pendant très longtemps, c'est aussi l'héritier du trône. C'est un personnage majeur du XVIIe siècle en France. Et qui est en fait un personnage qui est dans un certain nombre de conspirations ou d'histoires politiques, d'histoires de cour au XVIIe siècle. Et donc en fait, il y a eu autour de lui vraiment des jeux de pouvoir. Et donc son chantier devait représenter la grandeur qu'il avait, la puissance qu'il avait et qu'il voulait incarner à l'échelle nationale. Mais est-ce qu'il a bâti une aile du château ? Il a bâti une aile du château en prévoyant d'en bâtir 4 et de faire raser tout le château pour avoir un château tout neuf. Mais malheureusement, ses ambitions ont été éteintes quand le futur Louis XIV est né, donc il n'a plus été l'héritier du royaume. Donc il a eu un peu moins d'argent, le contexte politique a changé et donc le chantier s'est arrêté assez brusquement. Donc on voit que cette statue elle aurait toute sa place au château royal de Blois, parce que le marbre en question dont elle était
le travail préparatoire en fait, avait été posé sur la façade. C'est ça. Le marbre en fait a été sculpté, le décor sculpté a été réalisé pour cette façade en fond de cour, comme on peut le voir à l'écran. Mais simplement, à la Révolution, eh bien, en fait, on a détruit les images royales, donc les emblèmes, mais aussi les visages des rois et des princes. Et donc le buste de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, a été supprimé par les révolutionnaires. Donc à partir de là, le buste qu'on voit ici à l'écran, c'est une réinterprétation du XXe siècle, mais ça n'est pas le buste original. Et c'est pour ça que ce buste en terre cuite, c'est une redécouverte, et c'est quelque chose qui relève presque du miracle, en fait, dans l'histoire de l'art. C'est une redécouverte totale. Personne dans les spécialistes n'avait connaissance de ce buste. Et justement, retrouvé il n'y a pas très longtemps chez un collectionneur en France. En France, voilà. C'est ça aussi la magie du marché de l'art, c'est d'arriver à identifier des objets dont on a connaissance par les textes et par la description ancienne, mais chez des collectionneurs et dans la réalité. En fait, ils arrivent à associer le souvenir de quelque chose et un objet réel que personne n'avait jamais vu, en fait. Donc pour l'acquérir, vous avez besoin de 350 000 €. Vous avez déjà commencé à... On a évidemment déjà commencé, oui. Ça en est, vous faites appel à qui pour... On fait appel à des financeurs divers. On sait que le contexte n'est pas exactement favorable. On sait que c'est une somme très importante. Mais il y a d'abord des enveloppes publiques sur les financements publics qui existent auprès de l'État. Il y a une somme au ministère de la Culture qui s'appelle le Fonds du patrimoine et qui sert à acquérir des œuvres exceptionnelles. C'est le cas ici parce que c'est une œuvre qui a un artiste important, un prince important, un château important et qui a sa place en fait au château. Mais on fait aussi appel aux autres collectivités territoriales qui peuvent y voir un intérêt touristique, un intérêt culturel territorial parce que c'est la valorisation de notre patrimoine aussi. C'est vraiment ça qui est important. Donc la ville, le département, la région, voilà, qui se manifesteront peut-être à hauteur de leurs moyens respectifs. La ville le fera en tout cas. Et on fait appel aussi à du mécénat d'entreprise d'une part, mais aussi du mécénat participatif. Parce qu'une acquisition, ce n'est pas juste un élément administratif, c'est quelque chose qui doit nous rassembler. Et justement, il y a une cagnotte en ligne à laquelle tout le monde peut participer. Exactement. Sur Hello Asso, vous pouvez rejoindre l'aventure et contribuer au financement de ce buste. Je rappelle que financer des œuvres d'art pour les musées de France, et donc c'est notre cas, ouvre accès à des réductions fiscales de 60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers. Et je crois que lors des journées du patrimoine aussi, les fonds collectés vont servir à l'acquisition de ce buste. Depuis quelques années, le produit de la billetterie pour les journées du patrimoine au Château de Blois et à la Maison de la Magie, qui est le musée en face, sont dirigés vers des projets soit de restauration, soit d'acquisition. En général, c'est plutôt de la restauration. Et cette année, on a un projet exceptionnel, donc on mobilise tout, on rassemble les fonds et les forces pour arriver à atteindre la somme nécessaire pour ce buste. Et justement, très rapidement, si l'acquisition est validée, le buste prendrait place dans les appartements royaux de l'aile François Ier. Ce serait l'occasion de faire une exposition focus sur Gaston d'Orléans, parce que vous avez d'autres œuvres en stock. Fait, le projet existe depuis très très longtemps, depuis au moins les années 90 dans la documentation du château. Moi, j'ai des traces de mes prédécesseurs qui cherchent à avoir un projet autour de Gaston d'Orléans, parce qu'on ne le voit pas vraiment dans le parcours de visite. Et donc l'idée, c'est d'avoir une salle qui est vraiment dédiée au contexte de cette transformation du château au XVIIe siècle, à partir de ce buste qui serait vraiment la pièce forte de ce nouvel accrochage, mais aussi d'autres éléments qui sont dans la réserve, qui datent de la même période, qui sont parfaitement liés au contexte de Gaston d'Orléans et que personne ne voit parce que pour l'instant, c'est dans les réserves. Donc c'est cher, mais ça sert à ça. Ça sert à valoriser toutes les collections et ça sert à faire un bel événement et un beau renouveau dans le parcours de visite. Donc si on participe, on pourra peut-être bientôt voir cette nouvelle exposition. Vous viendrez avec le buste. Et on viendra peut-être avec le buste, pas. Mais vous viendrez au château surtout. Évidemment. Voilà, vous serez les bienvenus au château. Merci beaucoup Bastien Lopez d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On va poursuivre le voyage dans le temps ce soir avec les reconstitutions historiques qui avaient lieu ce week-end à Amboise. Oui, voilà l'erreur. Alors sur l'île d'Or, pas moins de 600 reconstituteurs, des passionnés d'histoire en tenue d'époque, ont tenté de faire revivre les siècles passés, de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale. Alors le principe, vivre durant 2 jours selon les us et coutumes de l'époque et les faire découvrir aux visiteurs. Hélène Chaplet. Marie de Médicis, un portable à la main, ou encore Papy Boyington, descendu de son avion. Ce week-end à Amboise, il y avait un mélange d'époque et de personnalité. Dans ce camp, par exemple, nous sommes en Nouvelle-France, l'ancien nom pour désigner le Canada au XVIIIe siècle. Sur cet espace reconstitué le plus fidèlement possible, cohabitent 9 passionnés d'histoire. Pendant 2 jours, ils vont essayer de manger et de dormir comme leurs ancêtres, partis coloniser l'Amérique du Nord.
On a dormi effectivement là avec un autre de mes collègues de manière assez rustique, il faut bien le dire. La paillasse en elle-même, c'est du coton. Donc c'est un gros drap en coton dans lequel on fourre de la paille et du coup on dort sur ça. Donc, je l'ai déjà fait, ça se fait bien, ça se fait très bien en été. Beaucoup moins quand on arrive vers l'hiver, en l'occurrence. Mais en fait, la paille, du coup, se tasse et donne ensuite un matelas qui, finalement, est plus ou moins à mémoire de forme. Autre lieu, autre ambiance. Cette fois-ci, nous sommes sur un campement américain à la Libération. Les couleurs viennent d'être hissées. Sur ce stand de l'association VCMA de Nazelles-Négron, on présente de nombreux véhicules militaires. Clotilde et Thierry sont les propriétaires de ce Dodge de 1943. Ça fait déjà 3 fois que l'on participe, donc l'association souhaite qu'elle soit présente pour qu'on puisse reproduire quand même un petit peu l'histoire de France et puis pour que les particuliers, les enfants surtout, puissent voir en réel vraiment ce qui se passait en fin de compte. Et donc ça permet de voir l'histoire d'une autre façon. Rendre l'histoire vivante et ludique, c'est effectivement le but de ces reconstitutions historiques. Et visiblement, ça marche auprès du public. On a vu la conquête de l'Amérique, on a vu les Gaulois qu'on avait appris l'année dernière. Donc on revoit en fait des choses qu'on a vues à l'école. C'est rigolo. Il manque plus que la préhistoire et on est bon. Il manque plus que la préhistoire et c'est bon. Et l'Antiquité. Et l'Antiquité. Je crois qu'on est arrivé à l'Antiquité, là on allait voir l'Antiquité. On traverse toutes les époques. C'est vraiment intéressant. Et puis Valentine, ma petite fille, il y a des choses qu'elle a bien aimées. J'ai bien aimé la cornemuse, tout ce qui était musique et les déguisements, il y en a qui étaient très impressionnants. Selon les organisateurs, 600 reconstituteurs étaient présents ce week-end sur l'île d'Or à Amboise pour cette 8e édition des revues historiques. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invité François Guiraud, notre vétérinaire, pour répondre à cette question: comment faire si son animal s'échappe? Bonsoir Françoir et bienvenue sur notre plateau. Chaque année, des milliers d'animaux de compagnie s'échappent, parfois à cause d'une porte entrouverte ou d'une balade qui peut tourner mal, un moment d'inattention, et c'est la panique pour le maître. Alors, comment réagir vite? Eh bien, on va se poser la question déjà, pourquoi les animaux de compagnie s'échappent? Quelles sont les raisons? Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a des espèces qui sont plus fugueuses que d'autres. Je vais parler des chiens, parce que les chats, c'est l'espèce elle-même. Mais chez les chiens, par exemple, la race husky, qui est un peu comme un chat dans le corps d'un chien, ils sont assez fugueurs parce que c'est dans leur nature. Après, le motif numéro 1, je pense, c'est quand même un motif sexuel, c'est-à-dire le mâle qui va s'échapper pour aller... parce qu'ils sentent les odeurs de phéromones de la femelle, ou la femelle qui elle-même est en chaleur et se fugue. Après, il y a des fois des chiens qui s'ennuient parce qu'ils ne sont pas assez souvent avec leur maître et qui ont besoin d'aller voir ailleurs à l'extérieur. Donc ça fait partie des causes fréquentes. C'est quoi les premiers réflexes à avoir quand on constate la disparition de son animal de compagnie? Souvent, quand même, les animaux sont assez territoriaux. Donc la plupart du temps, au moins au départ, ils partent pas très loin. Donc déjà, faire le tour du quartier ou faire le tour si vous êtes dans un village, faire le tour du village, voir s'ils sont pas enfermés quelque part. Après, on peut mettre des petites affichettes un peu partout sur les poteaux, sur les choses comme ça, aller voir les commerçants qui peuvent l'avoir aperçu, puis après sinon il faut contacter les services officiels, et là je dirais dans l'ordre les fourrières s'il y en a une. Fourrière d'abord. Fourrière, SPA, c'est tout ce qui est local en fonction de là où vous habitez. Après les services de police municipale, parce que souvent c'est eux qui gèrent les animaux errants sur une commune. Et puis éventuellement les pompiers, parce que là, en cas d'accident, ils peuvent être appelés des fois à ramasser le corps sur la chaussée, donc des fois il vaut mieux savoir plutôt que se poser des questions. Il y a aussi la question de l'identification, tout ce qui est puce électronique, collier. Est-ce que c'est crucial justement pour... Déjà, l'identification est théoriquement obligatoire chez les chiens, chez les chats de plus de 4 mois. Ils ont pris ce délai-là pour que les gens, quand même, des fois sur les tout petits, ils ne font pas faire, mais au-delà de 4 mois, souvent, là, ils peuvent le faire. Donc, chien et chat, c'est obligatoire, mais après, ça n'empêche pas le chien d'avoir un collier, sachant que le collier peut toujours le perdre, quelqu'un peut le détacher, c'est toujours aléatoire. Alors que la puce électronique, qui est quand même ce que l'on met le plus souvent maintenant en France par rapport au tatouage, c'est ineffaçable, on ne peut pas le retirer.
Il y a des erreurs souvent qu'on peut commettre quand on constate la disparition de son animal de compagnie ou Des erreurs, toutes non. les bonnes, pas tellement, non, tout est bon. Oui, tout, maximum de chances qu'on se laisse, c'est toujours ça le prix. Dernière question, est-ce qu'il y a des conseils justement pour prévenir ces fugues aujourd'hui auprès de son animal de compagnie? Peut-être parfois le sortir un petit peu plus souvent. Voilà, s'occuper un peu plus, le sortir un peu plus souvent, éventuellement gérer tout ce qui est chaleur, c'est-à-dire les mâles, il y a des castrations. Si on ne veut pas faire opérer son chien chimique, c'est-à-dire on met un implant hormonal qui agit pendant plusieurs mois, qui peut agir pendant jusqu'à 1 an, donc il est castré sans être opéré, ce qui limite les risques de fugue. Chez les femelles, c'est de la stérilisation, parce qu'on n'utilise plus les hormones comme on le faisait avant, parce qu'il y avait trop de cancer après quand l'animal devient âgé. Donc voilà pour les bons conseils et ces questions animalières qu'on évoque régulièrement sur le plateau de ce JT. Merci beaucoup François Guiraud d'avoir été sur notre plateau ce soir. Rappel du principal titre avant de se quitter, Faustine. Les habitants de la rue Jolivet à Tours, excédés par les accidents récurrents dans leur rue, ils pointent du doigt la vitesse excessive des automobilistes qui ne respectent pas la limitation des 30 km/h. Et on va se quitter sur de belles images, celles du second festival international du cirque et du music hall de Fondettes qui s'est déroulé ce vendredi et ce dimanche. Oui, de vendredi à dimanche. Clowns, jongleurs ou encore voltigeurs. En tout, une dizaine d'artistes venus du monde entier se sont produits face à près de 4000 spectateurs qui ont voté pour leur numéro préféré. Alors cette deuxième édition couronnée de succès a permis d'annoncer la tenue déjà l'an prochain d'une 3e édition. Voilà pour ces belles images. Merci beaucoup Faustine. Dans un instant, un autre artiste de cirque, mais il va nous parler sport, c'est Romain Delville pour le Journal des Sports. Et nous, on se donne rendez-vous demain, évidemment, pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Numéro spécial, évidemment, consacré aux 10, 20 km et marathon de Tours dans quelques instants. Nous, à demain, 17h50.